Chapitre 8. Aurillac, bar L'Aventurier, samedi 17 octobre 2015, 23h35. Quand il parvint, essoufflé d'avoir couru en vue de l'aventurier, il était déjà trop tard. Il n'était pas encore arrivé à l'angle de la rue qu'il devinait l'éclat brutal et changeant des gyrophares. Il ralentit un peu, tourna. La voiture de patrouille était là, devant le bar, accompagnée d'une ambulance. Devant l'aventurier, une petite troupe craintive s'agglutinait, canalisée par quelques silhouettes en uniforme. Il s'approcha, dépassant les immeubles devant lesquels se pressaient quelques ombres anonymes, certaines en robe de chambre, crachées dehors, malgré le froid glacial, par le désir d'en savoir un peu plus. Les fenêtres aussi se hérissaient de têtes hirsutes arrachées à l'oreiller par la curiosité. Un bon fait divers, dans cette petite ville où le cours tranquille de la vie se déroulait sans à-coups, de la maternité au cimetière, où la probabilité d'assister à un braquage ou un hold-up, à part au cinéma, avoisinait le zéro absolu, ça attirait des spectateurs. On pouvait s'offrir une séance gratuite, juste sur le pas de la porte, et du vrai en plus, qu'on pourrait raconter des années durant et dire au marché le samedi matin « J'y étais ». À Paris, quand on entendait l'écho d'une sirène ou qu'on surprenait la lumière d'un gyrophare, on se claquemurait chez soi ou on grognait un « encore » en accélérant le pas pour s'éloigner. Ici, on venait au spectacle, tout juste si certains n'avaient pas sorti les chaises pliantes. Passant devant une des résidences, à l'entrée de laquelle se tenaient 5 ou 6 personnes, il entendit une voix s'adresser à lui. « Capitaine, capitaine, qu'est-ce qui se passe ?» Il tourna la tête vers l'entrée pour découvrir le visage fripé d'une mémé en robe de chambre mauve, les rides partagées entre inquiétude et excitation qui se tendaient vers lui. Il la connaissait vaguement, elle lui disait bonjour de sa fenêtre le matin. Il répondit sans s'arrêter « Je n'en sais pas plus que vous » et poursuivit son chemin d'un pas pressé. Arrivé à moins d'une vingtaine de mètres du bar, il devina la silhouette allongée à terre qu'entouraient 2 urgentistes. Il approcha encore, tandis qu'une certitude tout d'abord diffuse, puis de plus en plus forte, s'imposait à lui. Cette moustache à nul autre pareil, ce nez en bec d'aigle, il les connaissait. Karl. Il se remit à courir, ne regardant plus ni à droite ni à gauche, pour enfin parvenir près de la civière que soulevaient déjà les 2 infirmiers. « Karl, Karl !» appela-t-il. Ne recevant pas de réponse, il s'adressa à un des 2 jeunes ambulanciers. « C'est grave ? Dites-moi, c'est grave ?» Comme aucun ne répondait et qu'ils échangeaient des regards gênés, il ajouta en tirant sa carte de police de sa poche. « Capitaine Malo-Sinclair, c'est moi le responsable ici. Alors accouchez, merde !»« T'es tout le temps sous pression, toi, ma parole. » Malo découvrit les yeux de Karl qui le fixaient, brillant d'un éclat lointain et embrumé. Le soulagement lui scia les jambes. « Karl, j'ai cru que... » « T'as cru que quoi ?» Il eut une quinte de toux grasse avant de reprendre, et sa voix, d'habitude si sonore qu'on l'aurait entendue à l'autre bout de la rue, était à peine un murmure. « J'ai pas traversé la moitié des jungles et des déserts les plus pourris de cette planète, ou côtoyé les ordures les plus dangereuses du monde, pour me faire descendre par le premier connard venu. » Une nouvelle toux plus forte. « L'enfoiré, il m'a pas raté. » Malo interrogea du regard un des urgentistes qui lui répondit. « Il a reçu 2 balles, une au niveau du ventre, l'autre au poumon. Il ne doit pas se fatiguer. Si on veut qu'il ait une chance de s'en sortir, on doit le transporter tout de suite à l'hôpital. » Malo hocha la tête et reporta son attention sur Karl. « Très bien. » Il se pencha sur son ami. « Karl, ils vont s'occuper de toi. Ça ira. Ça ira, tu m'entends ?» ajouta-t-il en rien plus fort, comme il avait fermé les yeux. « Bien sûr que je t'entends, qu'est-ce que tu crois? Je suis pas sourd. » Malo fit signe au brancardier de l'emmener, mais alors qu'il se mettait en marche, la main de Karl lui saisit le bras avec sa poigne habituelle et le retint. « Malo, écoute. » Comme la voix de Karl avait encore baissé, il se pencha un peu plus sur son ami, tournant la tête pour lui présenter son oreille. « Je suis là. Le type qui m'a tiré dessus. » Il avait la voix de plus en plus pâteuse, la morphine qu'on avait dû lui administrer faisait son effet. « Il est parti avec un sac.
Suis sûr que dedans, Malo. Il ne put en dire plus, ses yeux se voilaient, mais demeuraient bien ouverts. Bon signe, ça, se persuada Malo, qui se souvenait d'un reportage qu'il avait vu sur les urgences à New York ou dans une autre grande ville des États-Unis. Ceux qui survivent, c'est ceux qui gardent les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts, Karl. Surtout garde les yeux ouverts, quoi qu'il arrive. Jusqu'à l'hôpital, jusqu'au bloc. Il entendit un filet de voix filtrer d'entre les lèvres de son ami. T'inquiète, je lâche rien. Mourra pas, la salope. Ses doigts se desserrèrent, les deux brancardiers continuèrent, la porte de l'ambulance se referma sur lui. Le véhicule, tout gyrophare allumé, se décolla du trottoir après un premier coup de sirène et prit la direction de l'hôpital. Son cœur se serra. Il espérait que Karl s'en sortirait. Au fil des saisons et des soirées passées ensemble, à siroter du rhum à se damner, en parlant cinéma et littérature, devant un bon jeu d'échecs, le patron de l'aventurier lui était devenu comme une sorte de parent éloigné. Un tonton d'Amérique, goguenard et bienveillant, chez qui on allait boire un coup et s'amuser un peu. Sans lui, Aurillac serait bien plus triste. Celui qui lui avait fait ça n'allait pas s'en tirer aussi facilement. En voyant l'ambulance tourner au coin de la rue, il sentit la vieille rage, cette même rage qu'il avait envoyée ici, après le fameux coup de poing qu'il avait décroché à cette petite ordure à Paris, voici 3 ans, l'envahir à nouveau. Son ancien patron à la crime lui avait dit un jour qu'il devait avoir des gènes de pitbull ou de rottweiler, car une fois flairé son gibier, il ne le lâchait plus. Celui-là, il ne le lâcherait pas. « Patron! Oh, patron !» Bien sûr, il y avait Albert. La haute et large silhouette de son subordonné fendait la petite troupe dans sa direction. Pour le coup, il tombait bien. Malo ne lui laissa pas le temps d'en placer une. « Albert, faites-moi placer un cordon autour du bar. Je veux que personne ne vienne fouiner. Les témoins, vous me les gardez, vous me les interrogez. Je veux le nom de tout le monde et la raison de leur présence. Et je me fous de savoir si madame Machin n'était pas censée être ici avec monsieur Truc, on se comprend ?» ajouta-t-il aussitôt. « Ils crachent tous le morceau. Je veux connaître les moindres détails, tout ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont bu, qui est entré, qui est sorti, qui allait pisser, combien de temps, etc. » Albert, silencieux, se contentait de hocher la tête à chacun de ses ordres avec son expression d'élève appliqué. Malo le devinait qui se concentrait pour ne rien oublier. Quand il eut terminé, Albert leva néanmoins un doigt. « Quoi ?» demanda Malo qui, ce soir, n'avait vraiment pas de patience. « Il y a un autre type dedans. »« Comment ça, il y a un autre type dedans ? Pourquoi il n'est pas sorti avec les autres, celui-là ?»« Parce qu'il est mort, patron. » Malo fixa Albert 2 secondes avant de murmurer. « Et c'est maintenant que vous me le dites ?»« Ben, vous m'avez pas laissé le temps de parler. »« C'est... » commença Malo en levant à son tour un doigt, mais revendicatif celui-là, qu'il finit pourtant par replier en se rendant compte que même la mauvaise foi avait des limites. Il ressemble à quoi ? J'en sais rien, patron. Je suis pas encore rentré. C'est les collègues qui me l'ont dit. Sans plus attendre, Malo planta Albert là et rentra dans le bar. La salle n'avait pas changé, les grands fauteuils club encadraient toujours de leurs ombres moelleuses les petites tables en rotin ou en bois exotique. En fond sonore, Nat King Cole apprivoisait la pénombre de sa voix veloutée. Mais quelque chose manquait au décor. Celui qui venait de partir dans l'ambulance quelques minutes plus tôt. L'aventurier avait perdu son âme, ce n'était plus qu'une enveloppe, une coquille vide. Il n'y avait aucun verre renversé, même les tabourets alignés devant le bar étaient encore debout. Il n'y avait pas eu de panique, mais alors que s'était-il passé ? Le type se trouvait au fond de la salle, dans un coin, à la table la plus éloignée de la lumière, comme s'il avait cherché l'anonymat, ce qui, devina Malo, devait être exactement le cas. Quoi qu'il soit venu faire ici, se dit-il en l'approchant, ça ne lui avait pas réussi. Car en découvrant le visage du Maccabée, affalé sur le bois, Malo sentit une fois encore lui glisser le long du dos un noir frisson. Celui-là n'était pas mort dans la sérénité. Ses traits tordus, figés en une hideuse grimace, faisaient peur à voir. Comment avait-il été tué ? Ce n'était pas une blessure par balle. Tout le monde aurait entendu la détonation et se serait aussitôt précipité dehors, en renversant tabouret et verre, ce qui n'était pas le cas. De toute manière, à ce qu'il voyait, il n'y avait nulle part de trace de sang. Que restait-il ? Le poison, versé dans la boisson ? Ça restait la possibilité la plus probable. Mais un poison qui aurait causé une telle souffrance, le type aurait crié, hurlé, alarmé tous les autres clients.
où il fallait vraiment qu'il soit foudroyant. Ce serait au légiste de trancher. 2 homicides dans la même journée. À Paris, on ne cherchait pas un rapport. Mais ici, à Aurillac, où les crimes étaient rares, on était en droit de se poser la question. Le vol de la tête, la mort de Bergier et maintenant ce type. Il s'approcha un peu plus, fit le tour de la table. L'homme devait avoir dans les 25-30 ans, fringues décontractées, un rien casual. Malo était persuadé que c'était un étudiant en fin de cycle, un doctorant, comme on disait dans le milieu, quelqu'un comme Manon, là-bas, sur le chantier de fouilles. C'est en pensant à elle que lui vint le soupçon. Sortant son téléphone portable de sa poche, il prit une photo du pauvre gars, hésita un instant, puis composa le numéro que lui avait confié la jeune archéologue et lui expédia le cliché par messagerie, accompagné de ces mots. « Excusez-moi de vous recontacter pour quelque chose d'aussi désagréable, Manon, mais connaissez-vous cet homme ?» Son doigt hésita au-dessus de l'écran. Devait-il l'envoyer ou pas? Ce n'était pas une image très sympa à expédier à une jeune femme. Et s'il avait tort? Oui, mais s'il avait raison. Son doigt appuya sur l'écran. Le message était parti. Il n'eut pas à attendre bien longtemps. Quelques secondes plus tard, alors qu'il observait le visage du mort sous toutes les coutures, son téléphone vibra. Il le leva devant ses yeux, effleura l'écran d'un doigt. La réponse de Manon. C'est Clément, un de mes confrères. Une sourde appréhension comme un froid poison se répandit dans ses veines. Que lui est-il arrivé? Est-ce qu'il est... La jeune femme n'avait pas pu inscrire le dernier mot de la phrase, comme si le simple fait de le formuler avait rendu le drame plus réel encore. Il la devinait apeurée, terrifiée, et il y avait de quoi. La vision de ce masque, lui qui en avait pourtant vu d'autres, et des pas jolis, lui avait tiré un frisson. Il imaginait sans mal ce que pouvait ressentir la jeune archéologue, et s'en voulait presque de lui avoir envoyé ce message. Mais maintenant, il savait. C'était bien un des types du chantier de fouilles qui gisait là, devant lui, sur la table, avec, sur le visage, l'expression d'un damné. Et celui qui l'avait tué rôdait encore. Il tapa donc aussitôt avec précipitation. Manon quittait ce chantier, rentrait chez vous et ne sortait plus. Quelques secondes encore, puis... Vous croyez que je suis en danger? Je ne crois rien, je suis prudent, répondit-il immédiatement. Quelques secondes supplémentaires. Très bien, je m'en vais. Il soupira. Un souci de moins. Il tapota encore. Envoyez-moi un SMS quand vous serez chez vous et donnez-moi votre adresse, j'enverrai quelqu'un. D'accord, reçut-il seulement après une interminable minute. Suivit son adresse, rue de l'Hôtel-de-Ville. Il soupira de soulagement. C'était à 5 minutes de Saint-Géraud. Rangeant son téléphone, il allait sortir quand s'éleva, derrière lui, une voix à faire vibrer les murs. « Ah ben celui-là, on l'a pas raté !» Malo, dont le cœur venait de passer de 90 à 160 pulsations minutes, se retourna pour trouver la grande silhouette d'Albert dressée au milieu du bar, qui considérait d'un œil réprobateur le pauvre type avachi sur sa table. Ça a dû lui faire rudement mal quand c'est passé. Parfois, Malo se disait qu'Albert avait l'empathie d'une bûche. Une fois, tandis qu'il venait constater le décès d'un type qui avait décidé, dans un accès de désespoir domestique, de repeindre son salon au jus de cervelle avec son fusil de chasse, Malo l'avait vu, au beau milieu du carnage, terminer son sandwich spécial jambon de pays beurre Cantal avec une effroyable sérénité. Quand il lui avait demandé avec un zeste d'incrédulité comment il pouvait manger devant un spectacle pareil, Albert lui avait répondu, en ruminant son pain de ses mâchoires à concasser la pierre, que chez lui on tuait le cochon tous les ans à la mangoune, qu'on faisait le boudin et tout ce qui allait avec, alors que c'était pas un peu de sang qui l'empêcherait de manger. Évidemment, vu comme ça, on relativisait. Albert l'avait à de nombreuses reprises invité à la mangoune, cette grande fête aux cochons, enfin, si on pouvait dire, où on passait la journée à faire de la bête vivante un produit de consommation courant. Malo avait décliné chaque fois. Il n'imaginait que trop bien l'ambiance. Rien que l'idée d'un Albert jovial et rayonnant, se mettant à chanter « Étoile des neiges », un énorme couteau à la main, au milieu des cochons terrifiés couinant, en instance d'être transformés en saucisses, avait de quoi le faire cauchemarder. À côté de ça, il l'avait presque vu en larmes devant un chien écrasé. Un homme de fort contraste, Albert, comme ce pays. Bon, puisqu'il était là,
Albert demanda-t-il. Oui, patron. M'appelez pas, patron, j'ai l'impression de parler à Grougnache. C'est qui, Grougnache, patron? Oh, quelqu'un qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, répondit Malot en songeant au personnage de brute de signé Furax qu'on finissait par trouver sympathique. Et c'était vrai qu'Albert aurait été parfait pour le rôle. Il avait raté sa carrière. Vous avez interrogé les clients, là, dehors? Oui, patron. Malot se résigna. Et ça donne quoi? Albert leva les yeux au ciel, ou à tout le moins au plafond. Malot devina les engrenages lents qui, sous ce front à démolir des murs, qui devait faire une arme redoutable lors des matchs de rugby, se mettaient en marche. Peut-être, se dit un instant Malot en l'observant, Albert était-il le produit d'une longue sélection génétique pour créer le rugbyman ultime, doté des armes de sa caste. Des mains comme des battoirs pour bien attraper la balle ou mettre des raffus, des cuisses comme des troncs d'arbres pour les mêler, un front à casser des briques ou à assommer un taureau, et une voix à rendre sourd n'importe quel adversaire, ou à brailler plus fort que les autres à la troisième mi-temps quand il s'agissait de pousser la chansonnette avec 3 grammes dans chaque bras. Une sorte de perfection évolutive, en somme. Mais Albert se redressait déjà, rabaissait la tête et les mains derrière le dos, comme à l'armée ou au collège, quand le professeur vous faisait monter au tableau, réciter. D'après ce qu'on sait, patron, le type, là, de son manteau carré, il désigna le malheureux échoué sur la table, serait entré avec un grand sac de sport et l'aurait posé à côté de lui. On aurait dit qu'il partait en voyage. Malot devinait qu'Albert récitait mot pour mot ce qu'il avait entendu, en se concentrant pour ne rien oublier. Là commanda un whisky. Dans la bouche d'Albert, qui ne trouvait de grâce qu'à la gentiane dans la production locale, ou à tout le moins française, ça sonnait comme une grossièreté. L'a attendu pendant un quart d'heure sans cesser de surveiller son téléphone. Il avait l'air très nerveux. À mesure qu'Albert parlait de sa voix surréaliste d'écolier surdimensionné qui aurait braillé sa leçon à rendre sourde la classe entière, Malot parvenait presque à l'oublier pour se retrouver dans le bar à cet instant précis. Il voyait, comme s'il y était, le pauvre type jouer avec son portable, leur posant, pianotant une bêtise pour tuer le temps et recommencer, jusqu'à ce qu'une ombre le recouvre. « Il y a quelqu'un qui l'a rejoint, patron. »« Quelqu'un? C'est un peu vague, ça, Albert, » répondit Malot, qui n'avait pas encore mis de visage ni de forme sur l'ombre qui s'approchait. « Je sais pas... » Albert avait l'air gêné. « Comment ça, vous savez pas? »« Ben, c'est bizarre, patron, mais les descriptions des gens, elles correspondent pas. Ils ne se souviennent pas bien. Il y en a qui disent qu'il avait un manteau, d'autres une veste, qu'il était brun ou blond ou avec un chapeau. Quand on leur demande de préciser, ils n'en sont pas capables, patron. On dirait que personne l'a vraiment regardé, ce type. » Malot sentit un étrange malaise le tirailler. Combien était-il ce soir dans ce bar? 10, patron. 10? 10 personnes et pas une pour se souvenir correctement d'un type. Malot voulait bien qu'on soit occupé à ses affaires, mais quand même. Il demanda encore. Et après? Ben après rien, patron. Les 2 types sont restés à discuter et personne ne se souvient d'avoir vu quoi que ce soit de particulier. À un moment, le second type s'est levé, a pris le sac et s'y dirigeait vers la porte. Il est sorti. Malot balaya le bar des yeux, essayant de revoir la scène comme s'il s'y trouvait. Le type, cette silhouette floue, indéfinie, comme un spectre, qui traversait la pièce avec le grand sac à la main, arrivait à la porte, l'ouvrait. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, c'est curieux, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils se souviennent très bien. À savoir, relança Malot. Le patron, pas vous, hein, celui du bar, Karl, le renseigna Malot en espérant que son ami était encore vivant. C'est ça, Karl. Eh ben, il a dit quelque chose comme il a pas l'air bien, votre copain, vous devriez vous occuper de lui. J'ai passé l'âge de jouer les baby-sitters. Malot sourit malgré lui. Oui, effectivement, c'était bien du Karl, aucun doute là-dessus. Mais Albert, maintenant bien lancé, continuait. Comme l'autre ne réagissait pas, il a traversé la salle pour rejoindre la table, a touché le type. Là, les clients l'ont entendu pousser une exclamation du genre « pute-borgne ». Désolé, patron, hein, c'est eux qui l'ont dit, pas moi. Malot retint malgré lui un sourire. Il a retraversé la salle dans l'autre sens et passé derrière le bar, a attrapé un pistolet. La suite, Malot n'avait pas besoin de l'entendre, il l'imaginait très bien tout seul. Karl, son automatique, un Beretta 92F qu'il planquait sous le comptoir, à la main, courant jusqu'à l'entrée, ouvrant, braquant le type. Les clients l'ont entendu ordonner au gars de s'arrêter et de lever les mains. Et le fuyard n'avait pas écouté. Au contraire, il avait même tiré sur Karl.
C'est tout, demanda-t-il. C'est tout, patron, je vous jure. Ils ont rien dit de plus. Personne ne vous a dit ce qu'il y avait dans le sac. Albert ouvrit de grands yeux. Dans le sac? Quel sac, patron? Malot leva les bras au ciel. Celui de la reine d'Angleterre, pardi. Albert, réveillez-vous un peu, celui du Maccabée, là. Celui que l'autre a emporté. Ah, ce sac-là? Non. Enfin, si. Il y a bien un type qui dit avoir vu quelque chose, mais c'est n'importe quoi. Les yeux de Malot se rétrécirent. Comment ça? Eh bien, il dit qu'il s'est levé à un moment donné pour aller au petit coin, quoi. Malot était toujours sidéré de voir comment Albert était timoré sur les mots tournant autour du sexe et de tout ce qui s'y rapportait, quand il entendait la crudité de certains de ses proverbes et expressions. Oui, et le type était justement en train de montrer ce qu'il y avait dans le sac à l'autre, et là, il dit avoir vu... Albert s'arrêta pour le fixer avec son grand sourire de pithécanthrope à coller des cauchemars à tous les gosses du monde, tellement il semblait être tout en dents, des dents qu'on imaginait capables de bouffer un poteau télégraphique. Pourquoi vous souriez comme ça? Même à lui, ce sourire de grand psychopathe anthropophage collait parfois des sueurs. Parce que je vous l'ai dit, patron, c'est complètement dingue. Il dit que dans le sac, il a vu une tête en or. Alors qu'il observait l'expression de Malot, son sourire se délita. Vous croyez pas qu'il disait la vérité, quand même? Oh non, Malot ne croyait pas. Il ne croyait pas du tout. Il savait. C'était bien la tête que recherchait la pierre, la tête qui semblait faire cavaler tout le monde, la tête qui répondait par oui ou par non à toutes les questions qu'on lui posait, la tête que Gerbert, selon la légende, avait construite de ses mains. Quelle qu'elle soit, machine géniale d'un inventeur médiéval en avance sur son temps, fruit d'une science extraterrestre ou simple statue de métal, Malot n'en avait rien à foutre. Tout ce qui lui importait, lui, c'est qu'à cause d'elle, un type venait de tuer 2 personnes et de blesser grièvement un de ses amis. Cette tête, il allait la retrouver, et avec elle, celui qui avait fait ça. Quant au pourquoi du comment, eh bien, il verrait cela plus tard. Sans perdre une seconde, il se dirigea vers l'entrée, plantant au milieu du bar désert un Albert troublé qui le surveillait d'un œil soucieux. « Allez Albert, on y va !»« On va où, patron ?»« Chasser une tête !»